Rebonjour à tous. Je suis très content parce que en fait, c'est la première table ronde de la journée où on va vraiment parler de Bitcoin. Il est 11h30, il était temps, n'est-ce pas? Je voudrais aussi remercier les participants à la précédente table ronde. C'était vraiment très intéressant. Je dis pas ça parce que j'étais journaliste, mais en tout cas, s'il y en a qui ont envie de créer des médias, je pense que ça peut susciter des vocations à un tel débat. Mais voilà, revenons à nos moutons. En tout cas, vous avez peut-être entendu Raphaël en parler pendant la précédente table ronde. On a aussi une newsletter gratuite qui est plus réservée aux beginners, aux débutants, donc qui ont envie de découvrir Bitcoin. Mais parfois, ce que nos abonnés nous disent, c'est que elle est trop compliquée. Et pourtant, nous, on a l'impression de vulgariser vraiment au maximum. Donc, est-ce que pour vous, la meilleure méthode pour enseigner Bitcoin, c'est pas la simplicité, mais ultra radicale? Peut-être, Jonathan, si tu veux commencer. Oui, alors peut-être faire un mini tour de table des intervenants. Ça serait pas mal. Ouais. Oui. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre Morisot et je suis cofondateur et CEO de Waltio, un logiciel fiscal pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Roxy, je t'en prie. Bonjour tout le monde, je suis Roxy, le fondateur de Découvre Bitcoin, qui est une organisation pour scale l'éducation mondialement en aidant des gouvernements, des institutions, et on a créé une université gratuite sur Bitcoin. Owen, rapidement. Je réalise des contenus sur la blockchain et les crypto-monnaies et j'opère différentes entreprises dans ce secteur en essayant toujours de vulgariser et de communiquer plus autour de Bitcoin, mais aussi tout ce qu'on peut trouver sur CoinMarketCap. Et donc moi-même, Jonathan Scovici, donc CEO de Stackinsat. Donc on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin et ça a une bonne transition pour répondre à ta question, Greg. Effectivement, lorsque je suis arrivé dans cet écosystème, donc moi je suis un financier repenti, on peut dire ça comme ça. J'ai travaillé en salle des marchés, etc. Donc moi, les choses difficiles, ça ne me fait pas peur. Et mon objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer de simplifier au maximum. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ma précédente boîte, où notre objectif, c'était de démocratiser l'épargne et démocratiser les ETF. Donc avec mon ancienne boîte qui s'appelle WeSave, qui est toujours en activité. Et avec Stackinsat, c'était un petit peu le même problème. Et ça, c'était un petit peu ce que tous les gens que je connaissais me posaient comme question. C'est est-ce que tu peux m'expliquer Bitcoin? Parce que je ne comprends rien, ça a l'air risqué, comment est-ce qu'on investit, etc. Et finalement, c'est pour ça qu'on a lancé le plan épargne Bitcoin pour proposer une solution d'épargne la plus accessible et la plus simple possible qui permettait justement aux gens de rentrer dans cet écosystème de la manière la plus facile, tout en étant conscient qu'il fallait aussi que les gens soient ce qu'on appelle en anglais skin in the game pour justement mieux comprendre. C'est important aussi de mettre des billes et la façon la plus simple de mettre des billes dans Bitcoin, selon nous, c'est donc le dollar cost averaging, donc l'investissement programmé. Et ça permet, j'espère, en tout cas ça fait écho un peu à la table ronde de l'année dernière avec vous, messieurs, sur les fantasmes des 1000% et les pièges du trading, n'est-ce pas? Où justement, lorsqu'on rentre malheureusement dans cet écosystème, on rentre souvent par l'aspect spéculation. Et justement, la promesse de Stackinsat, c'était de proposer une solution qui permettait d'éviter de FOMO, comme on dit, et d'avoir une épargne un peu plus saine et plus long terme. Mais justement, après on reviendra peut-être un peu plus tard sur le sujet de la définition, mais Bitcoin, oui, est souvent résumé à de la spéculation, mais c'est ce qui attire et rebute aussi fortement les gens. Est-ce que selon vous, il faut forcément écarter cet aspect, comme toi tu le fais avec le DCA, ou bien on peut considérer que l'appât du gain, finalement, est une bonne source de motivation si on veut bien apprendre? En tout cas, si on veut apprendre, tout simplement. Owen, peut-être? C'est délicat, il n'y a pas de bonne réponse à ça. De toute façon, il y a même des gens qui pensent que Bitcoin n'a pas besoin d'être plus démocratisé, parce que c'est très bien comme ça. Il y en a qui pensent qu'on attendra du coup une masse critique importante qui est nécessaire au développement de Bitcoin. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler de spéculation.
Bitcoin est volatile, d'accord? On a tous vu cette courbe-là. Hein. Globalement, elle rythme un petit peu nos vies, nos personnes morales, le fonctionnement, les périodes qui sont compliquées. Et même si on a tous un grand sourire marketing en mode tout va bien, il y a des moments plus compliqués que d'autres. Ça fait partie de la création de valeur, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et ceux qui ne sont pas là pour les moments compliqués, en réalité, ce ne sont que des mirages. Mais c'est vrai que Bitcoin reste le métronome d'un marché et qu'on aime les autres crypto-monnaies ou non, Bitcoin est le grand métronome de l'entièreté des crypto-monnaies. On est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, plus de, je ne vais pas vous donner un chiffre au hasard, mais on doit être entre 95 et 99,9% des gens en ont entendu parler, l'ont découvert, ou même s'ils ne s'intéressent pas à la spéculation, on finit par mettre le doigt dessus parce que quelqu'un en a parlé suite à de la spéculation et suite à une hausse ou une dévalorisation. Surmédiatisation, qui vient après chaque phase de halving et chaque phase de valorisation. Désolé. Média, pardon. Non, désolé pour la médiatisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal aussi. Enfin, il y a un moment où, quand tout le monde a besoin de savoir pourquoi Bitcoin a pris de la valeur, on va zoomer là-dessus. Mais qu'on en soit certain ou pas d'ailleurs des raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que cette phase est obligatoire et fait naturellement partie de ce cycle. Certains disent non, on ne doit pas parler d'argent avec Bitcoin, c'est bien plus que ça. Peer-to-peer cash electronic system. C'est ce que Satoshi Nakamoto a écrit en première ligne du white paper, si je ne dis pas de bêtises. À partir de ce moment-là, le côté cash, le côté électronique, technologique, il y est, c'est certain. Le côté, ça excite les gens parce que c'est une nouvelle forme de monnaie, c'est une nouvelle forme de valeur, c'est une nouvelle forme de liberté financière. C'est l'angle qui plaît à beaucoup de monde et on ne peut pas nier le fait que ça existe et on ne peut pas totalement le mettre dans une case. Proposer des solutions, le prendre par un autre angle, c'est ça créer de la valeur. On doit le faire. Mais dire non, la spéculation n'existe pas, c'est pas du tout ce qui... Ça fait partie de cette aventure crypto. Pierre, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Est-ce que la spéculation, c'est mal ? Alors, je ne pense pas que la spéculation en soi, elle soit mal. Une chose aussi qui est très intéressante sur comment mieux découvrir, je pense que c'est tout. Je te rejoins complètement sur être un peu skin in the game. Évidemment, commencer avec un petit montant est la meilleure façon d'expérimenter. On peut lire, on peut se renseigner, on peut regarder des heures de vidéos. Au bout d'un moment, c'est quand même intéressant de passer à l'action et mettre un montant qui est même dérisoire pour comprendre ne serait-ce que cette chose très particulière de se dire « Oh, mais Bitcoin, il n'y a pas d'heure d'ouverture, d'heure de fermeture. Le week-end, ça bouge, les cours bougent. » Et donc, passer à l'action avec des montants qui sont dérisoires permet de beaucoup mieux appréhender la réalité des choses. Est-ce que cette fluctuation des cours qui est quand même assez importante par rapport au marché financier, en effet, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain? Je ne sais pas. Ce qu'on voit quand même, c'est que sur le long terme, il y a une croissance et donc il y a quand même une vraie capacité à démontrer, à être un instrument de réserve de valeur. Roxy ? Ouais, je vous rejoins, je suis assez d'accord. Le truc compliqué avec l'éducation dans Bitcoin, c'est que tout le monde a un point de vue différent et généralement les gens s'en foutent. Et du coup, s'ils s'en foutent, ils vont pas vouloir apprendre, ils vont pas vouloir être éduqués. Et du coup, il faut qu'ils trouvent cette raison de pourquoi s'intéresser plus à Bitcoin de ce qu'ils ont déjà entendu. Ils ont déjà entendu parler de Bitcoin, tout le monde l'a. Maintenant, il faut aller plus loin. Il y en a pendant le bear market, ils vont le comprendre parce que y a de l'inflation. Alors il y a 10%, donc il y a certaines personnes qui se disent bon, je vais quand même renseigner. Il y en a qui sont là pour le cash électrique. Il y en a qui sont là pour la liberté. La réalité, quand même, c'est qu'une grande majorité, c'est pour la spéculation. Et c'est pour ça que quand on a des phases de boule, on se retrouve avec x10 de notre écosystème. Et après, il y en a quelques-uns qui restent. Donc pour moi, il faut simplement pas essayer d'enseigner à des gens qui veulent pas écouter. Et si les gens viennent par l'appât du gain, pourquoi pas? Dans tous les cas, on va leur apprendre. Et puis après, il y en a qui vont rester pour d'autres valeurs, d'autres philosophies. Et c'est ça l'importance. Et dans tous les cas, les cycles vont continuer. Et si Bitcoin grossit à un point où il n'y a plus de volatilité, dans ce cas, c'est qu'on a gagné, c'est banal. Et dans ce cas, apprendre Bitcoin, ça fait partie de ton curriculum scolaire. Et tu n'es plus là pour la plupart du temps. Tu es juste là pour un investissement, peut-être comme de l'or, si l'État vraiment refuse qu'on utilise Bitcoin, ou une utilisation courante sans le savoir. Et moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'écosystème depuis très très longtemps, mais qui sont là uniquement pour s'enrichir. Et ils le font très bien. Mais par contre, ils se fichent des valeurs de Bitcoin. Est-ce qu'on peut considérer que ces personnes-là sont des Bitcoiners, font partie de notre communauté ou pas? Franchement, je pense que ces gens-là, au fond d'eux, quand ils doivent expliquer Bitcoin à des proches, ils expliquent Bitcoin. Parce que tu ne peux pas être dans l'écosystème sans comprendre les valeurs. Même si tu es trader, même si tu fais beaucoup d'argent,
il y a ton job, il y a ta passion, mais il y a la réalité de tu vas pas l'expliquer à ta petite cousine, deviens trader. Donc tu vas lui expliquer Bitcoin. Donc je pense que même ces gens-là, au fond d'eux, ils savent qu'à un moment, ils vont pas arnaquer leur famille ou ils vont pas inciter leur famille à prendre trop de risques. Donc pour moi, ils font partie du tissu et c'est un métier comme un autre. Hein. Je suis trader, je peux pas cracher dessus comme on a toujours parlé. Owen ? Il y a un truc qui est assez marquant aussi avec Bitcoin, c'est que moi, du coup, je m'intéresse à plein d'autres crypto-monnaies, plein d'autres tech, etc., plein d'autres choses. La réalité, c'est que je n'ai jamais eu autant de conviction sur la valorisation de Bitcoin que depuis que j'ai commencé à regarder autre part. Que uniquement, c'est monté, c'est descendu. Quand tu commences à comprendre, déjà que tu ne comprendras pas tout, quand tu commences à comprendre qu'il y a également le plan humain derrière de ce qui a été, en tout cas, que ce soit une vraie solution ou que ce soit une solution qu'on essaye de résoudre quelque chose, en fait, peu importe. On commence à avoir une vraie, mais pourquoi j'en ai pas plus ? Quand on s'intéresse à autre chose que juste c'est quoi son prix aujourd'hui. D'où la réponse qui est assez forte, qui marche bien dans le monde des crypto-monnaies, qui est le DCA pour investir, parce qu'en réalité, arrête de regarder son prix si tu as une conviction, parce que tu dois faire en fonction de tes finances à toi. C'est pas une question d'en acheter. Les gens disent souvent faut mettre combien pour avoir suffisamment de Bitcoin ? Ah non, c'est par rapport à toi ça. Ça, c'est vis-à-vis de ce que tu possèdes. Par contre, plus tu avances, et tu le vois quand tu parles à quelqu'un, tu le vois en fonction de ses questions. Quand tu lui dis ouais, mais là, tu détiens ta clé privée, personne ne peut te l'enlever. Ça veut dire que je peux dépenser mon argent comme je veux, personne ne peut m'empêcher de le faire ? C'est une bonne question. C'est la personne commence à... Et du coup, même si le point de vue spéculation et le point de vue valorisation argent, tu commences à avoir des convictions et pas des certitudes, parce qu'on n'en a jamais, évidemment, quand tu t'intéresses à tous ces autres pans que propose Bitcoin et qui sont assez fabuleux. Ouais. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Et clairement, ça a été dit, allez, j'ai envie de dire 90%, pour donner un chiffre approximatif, sont rentrés... Enfin, des gens sont rentrés dans cet écosystème par la spéculation. Après, de dire que tu es un bon bitcoiner ou pas, parce que ça reste ta priorité de rester sur cet aspect spéculation, je ne suis pas sûr que ce soit un bon angle d'analyse. Et finalement, encore une fois, ce côté skin in the game, lorsque tu rentres dans ce jeu, Bitcoin, c'est passionnant. Bitcoin, ça te permet d'apprendre sur plein de choses, sur l'économie, la philosophie, la monnaie, la souveraineté, la liberté, toutes ces valeurs-là, en fait, je pense que n'importe qui a envie de creuser. Donc, franchement, je pense que peu de gens qui sont dans l'écosystème là que pour la spéculation. Peut-être que c'était le cas lorsqu'ils sont rentrés dedans, mais une fois que tu rentres dans le terrier du lapin, n'est-ce pas, Roxy, tu n'en sors plus. Pierre ? À partir du moment où tu as une vision long terme sur des cryptos, quand sur Bitcoin et tu le DCA, t'es skin in the game et en même temps, tu as une perspective de gain qui est long terme. Et d'ailleurs, c'est intéressant sur qu'est-ce qu'est un bon bitcoiner ou un bitcoiner et voir à quel cas d'usage ou comment il utilise Bitcoin. Moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où tu DCA sur du Bitcoin, t'accumules des satoshi et les gardes dans une perspective long terme, c'est une définition d'un bon bitcoiner. On pourra y venir après sur le rôle de Lightning, mais je pense que c'est déjà une excellente chose saine, long terme, par rapport au rôle de Bitcoin et donc derrière aux valeurs qu'on diffuse. Il y a quelque chose qu'on remarque chez les débutants, ceux qui arrivent dans le secteur, c'est qu'ils considèrent que Bitcoin vaut déjà trop cher, très cher, et que finalement c'est quelque chose du passé, et qu'ils vont essayer de chercher le nouveau Bitcoin parce que c'est là qu'ils feront fortune en plaçant 100 € et en devenant multimillionnaire après. Comment faire en sorte de faire comprendre aux gens que c'est illusoire en fait, qu'il ne faut pas penser comme ça, Jonathan ? Après, Grégory, ta question, moi je l'ai au quotidien. C'est-à-dire qu'encore une fois, lorsque nous, on a des clients qui viennent nous voir, en fait, ils pensent que Bitcoin est trop cher, etc. Donc, il n'y a pas 1000 solutions, c'est l'éducation. Et encore une fois, merci à Roxy et Owen qui apportent un contenu extrêmement qualitatif, qui permet d'éduquer les gens et qui leur permet finalement de réaliser à quel point Bitcoin, c'est la révolution, qu'aujourd'hui, Bitcoin est presque pas cher compte tenu de son potentiel et compte tenu de son utilité. Parce que, rappelons quand même les fondamentaux de Bitcoin. Bitcoin, c'est un système monétaire et un moyen de paiement en même temps. Donc ça, de l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une innovation aussi révolutionnaire que celle-ci. Et je pense que nous en sommes qu'au début de cette adoption et que, évidemment, qu'il y a une utilité en fonction des pays,
En Europe ou dans les pays occidentaux, ça restera l'aspect réserve de valeur qui va être prioritaire. C'est ce qu'on voit avec nous, nos clients chez Stackinsat. Mais effectivement, quand tu as d'autres pays qui, eux, souffrent d'inflation, qui souffrent de débancarisation, là, on est sur une utilité de moyens de paiement. Donc oui, Bitcoin, évidemment, n'est pas cher et il faut en acheter tous les jours. Et le DCA est évidemment la meilleure stratégie pour le faire. Ouais, il y a un enjeu de perspective. C'est incroyable ce biais cognitif de se référer à une valeur qui a pu, où il y a eu un moment, c'est monté tant et autres. Je pense qu'il faut le remettre dans un time frame qui est beaucoup plus long. Et à partir du moment où on se positionne, moi personnellement, mes Satoshi, c'est pour mes enfants. Et donc, dans ce cas-là, cette logique de prix d'achat à quelques milliers, à des pourcents ou autres, ça sort complètement parce qu'en fait, on est dans une logique tellement long terme et tellement engagée par la mission de Bitcoin et ses valeurs que dans ce cas-là, on se détache en fait de cette évolution en pourcentage qui s'est passée dans les derniers jours, semaines, mois ou années. Roxy, toi, comment tu fais pour détourner les gens qui te demandent bon, ok, voilà, c'est quoi en fait le nouveau Bitcoin? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas découvre Solana, quoi? Déjà, je perdrais toute ma communauté, toute crédibilité. Ce sera un petit suicide. Non, la solution, enfin, il n'y a pas de solution, mais nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est que dès le début, dès Bitcoin 101, dès les premiers cours, on explique une différence drastique entre ces deux écosystèmes, crypto, Web3, NFC, altcoin et vraiment Bitcoin. On essaie de leur faire des mini-cours sur comment gérer leur argent, c'est quoi le patrimoine, et on leur explique vraiment la différence fondamentale qu'est Bitcoin. Et ensuite, à travers tout leur parcours, que ce soit via nos 12 formations ou tout ce qu'on leur offre, c'est que Bitcoin. Il y a vraiment uniquement du Bitcoin. Du coup, s'ils commencent à tomber dans le terrier, s'ils continuent nos cours, s'ils continuent les formations, qui sont gratuites, au final, ils vont tellement apprendre par rapport à Bitcoin qu'ils vont comprendre la différence qu'on a expliquée dans tout le premier cours. Au début, ils ne le comprennent pas, juste ils l'écoutent, mais après, ils voient qu'il y a vraiment une séparation. Et du coup, forcément, ils captent qu'il y a une grande différence. Donc, pragmatiquement, c'est comme ça qu'on fait pour pas les dévier, on va dire, les altcoins. Après, il y en a plein qui vont faire ce qu'ils veulent. Et comme tu disais, Owen, c'est peut-être en apprenant à travers d'autres cryptos qu'on retourne sur Bitcoin. Pas de gêne là-dessus. Par contre, c'est pas sur notre chaîne. Comme ça, on peut garantir une sorte de safety net. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer vos proches, bah, vous savez que si vous les envoyez sur Découvre Bitcoin, il y a littéralement 0 fois du contenu sur les altcoins et c'est 100% Bitcoin pour 350 heures de contenu. Et je pense que ça, c'est une force pour l'écosystème parce que c'est un endroit safe et après, libre à tout le monde d'aller ailleurs. Owen, toi, quand on regarde ton contenu, tu as fait partie de ceux qui ont apporté probablement le plus à la communauté. Tu as fait découvrir le sujet à énormément de francophones. Tu es peut-être celui qui l'a le plus fait. Et tu as toujours été très skin in the game. Par exemple, sur le minage, tu as beaucoup expliqué et c'était extrêmement enrichissant de t'écouter, de te voir là-dessus. Donc, tu as un peu touché à tout. Mais là, aujourd'hui, par exemple, il y a plein de gens qui refusent de faire tourner un nœud, qui rechignent à utiliser Lightning. Alors qu'en fait, si tous ces gens le faisaient, c'est ça qui démocratiserait encore plus Bitcoin. Est-ce que ces gens-là qui ne sont pas à fond en fait, techniquement sur le sujet, est-ce que ce sont de mauvais Bitcoiners ? Je pense pas qu'il y ait de... Non, je la ferai pas. Mais... Je l'avais fait l'année dernière. Je l'avais fait l'année dernière, je me dis chaque année, c'est un peu redondant. Non, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de proposer aux gens d'aller plus loin dans les sujets qui les intéressent. En attendant, et même si demain, on me donne le sujet, tu dois monter, tu dois nous parler de Solana, il faudrait commencer par expliquer pourquoi Solana existe. C'est parce qu'un jour, il y a eu Bitcoin. Déjà, c'est ton premier chapitre. Après, t'aimes pas, différent, mais en attendant, ça n'existerait pas Solana s'il n'y avait pas eu Bitcoin, ça c'est sûr. L'inverse, il n'aurait peut-être pas eu lieu. En attendant, c'est Bitcoin qui a donné tout ça. Après, tout le monde essaye de répondre un peu différemment à une problématique de scalabilité, de ci, de là, mais à la base, celui qui apporte les valeurs et qui pose tout ça, c'est vraiment Bitcoin. Et ça, c'est le plus important de l'histoire. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez aimer ou ne pas aimer. En tout cas, moi, c'est ma position. C'est pas la position de certains sur Bitcoin, hein, d'accord ? Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Non, ça me regarde pas. Moi, c'est plus pourquoi ça existe, ça vient d'où, ça essaye de répondre à quoi, et pourquoi la proposition peut être ou non intéressante. Mais surtout, et c'est ce qui me fait même un petit peu de mal, parce que aujourd'hui, les contenus qui ont le moins de succès sur ma chaîne sont des contenus sur Bitcoin. Aujourd'hui, plus j'en fais, plus ça me plaît, parce que plus je me force à recreuser le premier sujet originel, et j'avais pas tout compris. Et j'aurais jamais tout compris. Mais est-ce que c'est pas un effet du bear market de se replonger dans Bitcoin ? Non.
Non, d'ailleurs, c'est même ma dernière grosse vidéo, c'est pourquoi la dernière fois que ça m'a vraiment monté à la tête et que j'ai fait un contenu, c'est quand en plein bull run, Bitcoin, on s'en fout, ça bouge plus ce truc. Là maintenant, il faut qu'on se... non, au contraire, putain, regardez Bitcoin. Et même si vous venez que pour un point de vue purement de spéculation, même si vous voulez simplement essayer de dénicher les prochaines narratives juste pour faire du pognon et vous casser, regardez Bitcoin, parce que c'est peut-être lui qui va vous dire dans quel sens ça va partir. Ouais, la question du bon bitcoiner, elle est impossible. Enfin, je vais vous perdre tous, mais bon, alors le bon bitcoiner, il achète des noms KYC, il les mixe avec son dojo, puis après il va ouvrir des canaux avec les Dust Change. Ensuite, il va sécuriser avec un multisig. Il a évidemment son nœud Lightning où tous ses wallets sont utilisés. Il utilise Deus pour ses canaux Lightning. Et il a un plan d'héritage déjà tout fait. Ils sont 18. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai loupées, Pantamis pourrait mieux en parler. Mais concrètement, ça, il n'y a personne qui le fait. Même si nous, on l'apprend, la probabilité, elle est assez faible. Même moi, j'abandonne à une certaine étape où j'en skip, où je fais des erreurs. Par contre, simplement se dire, bon, la première étape, c'est obtenir des bitcoins. La deuxième étape, c'est comprendre que, en fait, en DCA, c'est peut-être plus safe. Après, tu vas comprendre que tu peux avoir tes propres clés. Donc, tu vas partir sur du non custodial. Après, tu vas comprendre que Lightning, en fait, c'est super simple. Donc, tu vas télécharger Phoenix. Ensuite, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux l'utiliser et racheter. Donc, tu vas te mettre à aider les économies circulaires. Et puis après, tu vas dire, en fait, l'économie trichaine, c'est peut-être intéressant. Et en fait, c'est un parcours. C'est comme tu dis, c'est un terrier. Ça, c'est bête. Je suis un lapin. Voilà. Tu vas apprendre au fur et à mesure. Et tu peux t'arrêter n'importe quand. Et il n'y a pas un moment où c'est bien. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'utiliser une solution custodiale si c'est la solution adaptée pour lui parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas envie. Et peut-être qu'il faudra 2 ans pour accepter de passer vers un vrai wallet. Et bien si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Et pour moi, Lightning Network, c'est vraiment un des projets qui permettra de démocratiser Bitcoin auprès du plus grand nombre. Hein. On a toujours ce fantasme de l'achat du café avec son wallet. Pourtant, ça reste très 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 dur à utiliser pour le commun des mortels, même si certains diront peut-être le contraire dans la salle. Mais comment vous voyez les choses, comment faire en sorte que Lightning soit plus simple à utiliser, plus démocratisé. Jonathan, je pense que vous avez lancé quelque chose cette semaine, tu peux nous en dire plus ? Oui. Avant de répondre à ta question, je pense que ce que vient de dire Roxy est fondamental. C'est-à-dire que le parcours d'un bitcoiner, déjà, il est unique à chaque fois. Chacun, en fait, va avoir sa sensibilité par rapport à Bitcoin, par rapport à différents sujets. Ça peut être tout simplement la détestation des banques. Parce que tu as un virement SEPA qui va prendre 72 heures, alors qu'en fait, avec Bitcoin, c'est quasiment instantané. On rappellera que 2 banques sont parmi les plus gros sponsors de l'événement. Évidemment. Mais en tout cas, c'est une réalité. C'est-à-dire certains Bitcoiners détestent les banques. Tu as plusieurs façons de voir cet onboarding dans Bitcoin. Et effectivement, chacun a son étape. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire aussi chez Stackinsat, c'est essayer de les éduquer par rapport au fait qu'ils doivent détenir leurs clés privées. Aujourd'hui, plus de 90% de nos clients sont eux-mêmes détenteurs de leurs clés privées. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a quand même certains types de clients qui, malheureusement, en fait, ne veulent pas avoir la responsabilité de détenir ces clés privées parce qu'effectivement, tu deviens ta propre banque. Et il n'y a pas de « j'ai oublié mon mot de passe ». Donc ça, effectivement, c'est anxiogène pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on avait lancé, évidemment, une solution de custody, et toujours dans cette logique de démocratisation et d'évangélisation du Bitcoin. Comme je le disais tout à l'heure, Bitcoin, c'est un système monétaire et un moyen de paiement. Lightning Network, justement, est l'outil qui permet à Bitcoin de devenir un vrai moyen de paiement pour acheter son café, comme tu le disais. Effectivement, en termes d'UX, et je suis plutôt d'accord avec toi, il y a encore beaucoup de taf pour que finalement le grand public puisse vraiment l'adopter. Même si on voit comme des pays comme au Salvador, etc., il y a quand même cette démarche d'éducation, et Roxy justement le sait bien parce qu'il en revient, n'est-ce pas, du Salvador, où là on a vraiment l'utilité du moyen de paiement. Et le rôle de Stackinsat, même si je pense que ça va concerner une immense minorité de nos clients, c'est aussi de les éduquer sur justement cette composante du Bitcoin qui est le moyen de paiement et donc le Lightning Network. Donc c'est pour ça qu'hier, effectivement, nous avons annoncé que Stackinsat supportait le Lightning Network pour les livraisons, donc les retraits de Bitcoin, sachant qu'évidemment, là, on n'est pas dans une dimension d'épargne, et ça, c'est important de le dire. Lightning Network, ça sert vraiment à dépenser ses Bitcoins. Donc ça, c'est important, et d'ailleurs, petite pub, vous pouvez dépenser vos bitcoins à travers Lightning Network dans le cadre de cette conférence. Donc soit sur le shop Surfing Bitcoin ou soit évidemment sur la buvette où vous pouvez acheter vos bières
en Lightning Network et directement du coup acheter vos bitcoins sur Stackinsat et vous les faire livrer sur vos wallets. Et petite pub aussi pour nos amis d'A5 et le wallet Lightning Phoenix qui viennent de sortir une nouvelle version qui est beaucoup plus UX friendly que l'ancienne. Voilà. Pierre, toi, tu penses aussi que, comme moi, que le fait que Lightning ne soit pas hyper UX compatible, ça freine la démocratisation du sujet? Je pense déjà que il y a des notions de cas d'usage. Et si aujourd'hui Bitcoin a réussi à démontrer sa valeur et son intérêt dans certains cas d'usage, c'est clair que le cas du paiement massif, le paiement c'est la plus grosse industrie au monde. Hein. Donc on ne shifte pas de autant de mentalité. Je trouve que Jacques Favier en parlait beaucoup en introduction. C'est un changement de paradigme qui est tellement profond dans notre société que c'est normal que ça prend du temps. Et c'est absolument évident. Sur la partie et donc UX, expérience utilisateur, c'est encore très technique. Et en effet, il y a énormément de travaux, et la France d'ailleurs fait, enfin, les acteurs français, les entrepreneurs, les développeurs français font un excellent travail à le rendre de plus en plus simple. Donc on progresse, et c'est un petit peu comme qui a acheté du Bitcoin en 2012, en 2014, en 2016, on voit qu'il y a une progression. Avant, c'est des profils très techniques, et puis après, plus des développeurs, puis des entrepreneurs, puis après, on évolue vers monsieur, madame, tout le monde. Donc, il est clair que l'UX a encore un rôle, et c'est clairement de très loin le plus grand enjeu. Juste pour revenir sur les services, est-ce qu'on a vocation à ce que tout le monde détienne à terme ses propres clés et fasse tourner un nœud? Est-ce que vraiment on va évoluer et on souhaite qu'on évolue vers ce monde? Et honnêtement, je pense pas. C'est-à-dire que si Bitcoin a profondément bouleversé le rôle des intermédiaires dans le monde financier, ça recrée d'autres intermédiaires. C'est parce qu'en fait, il y a certains intermédiaires dans les flux financiers actuels, dans le marché monétaire, qui sont profondément inutiles. Et en fait, là, on a permis, avec une monnaie programmable, de redistribuer les cartes. Et on a besoin de nouveaux intermédiaires. On a besoin de sociétés, donc de PSAN, on a besoin de Stackinsat, on a besoin de logiciels fiscaux. Donc, on a besoin de ces nouveaux intermédiaires, et uniquement survivent, sont utilisés ceux qui ont un réel intérêt. Là, je vais m'adresser aux deux vulgarisateurs. Je trouve qu'il est très dur de convertir au non custodial et penser qu'un jour tout le monde sera capable de le faire. Je pense que c'est illusoire. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui utilisent 1, 2, 3, 4 comme mot de passe, qui les marquent sur un bout de papier sur leur bureau. Je pense que de là être capable de manipuler sa clé privée, en fait, on n'y arrivera jamais, mais pourtant, on doit poursuivre cet objectif en tant que vulgarisateur, en tant que pédagogue. Nous aussi, en tant que médias, voilà, on essaye de le faire au maximum au quotidien. Mais comment vous imaginez la meilleure façon pour déstresser les gens par rapport à ça, au fait qu'ils soient souverains sur leur wallet? Alors, je vais pas prendre ma casquette vulgarisateur, mais plus patron. Et en fait, au Salvador, du coup, ce qu'on essaie de créer, c'est des micro-communautés. On appelle ça le micro-banking. Comme il y a le micro-lending, on crée le micro-banking. Et je pense que la solution pour réussir à ne pas tomber dans du full custodial, mais que les 7 milliards de personnes aient quand même un minimum de souveraineté, c'est de réussir à créer des communautés où les leaders ont les clés qui sont partagées avec les personnes du village. Alors, je ne parle pas pour la France, évidemment, vous comprendrez bien. Et du coup, après, réussir à connecter tous les utilisateurs qui ne comprennent rien à ce nœud du village, à cette banque, en fait, qui est détenue par les personnes de cette communauté. Et en fait, tu pourrais aujourd'hui devenir ta propre banque avec full no lightning, portefeuille sécurisé pour moins de 1 000 €. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller dans un village en Afrique, en Asie, n'importe où, et pour 1 000 € et un petit peu d'éducation, ils peuvent devenir leur propre micro-banque. Et si on arrive à répliquer ça comme on a réussi au Salvador à travers le monde, en fait, tu peux imaginer un système de semi-custodial, que ce soit en lightning ou on-chain, et après, les utilisateurs, ils sont un peu plus confiants, et puis ils apprennent, et peut-être ils prendront un petit peu plus le pouvoir dans leur clé. Ils diront, j'ai pas envie que ce soit mon chef de village qui détienne mes fonds, je vais détenir mes propres fonds. Et dans ce cas, on utilise une solution d'hardware wallet extrêmement pas chère pour faire ça. Donc c'est plus qu'en fait, il y a des solutions techniques qui peuvent être développées, qui peuvent être créées pour réussir à pallier ce problème. Je suis d'accord que c'est très très loin d'être gagné, et c'est un petit peu mon piste de peut-on créer ces trucs-là. On essaie. Par rapport à la France, je suis d'accord que c'est plus dur. Et pour revenir à ta question de l'UX, je pense que Lightning aujourd'hui est quand même très simple, et c'est même plus simple que Bitcoin. Donc moi, quand je vois quelle est la meilleure façon d'enseigner Bitcoin, si je suis avec quelqu'un qui comprend pas du tout Bitcoin,
je lui explique même pas c'est quoi Bitcoin, je lui dis télécharge Phoenix, télécharge Wallet of Satoshi, il met pas de pièce d'identité, ça lui prend 15 secondes. Moi, je lui envoie 1 centime, ou 1 sat, ou 10 sat. Et là, je lui dis, bah, tu vois, je viens de t'envoyer de façon anonyme, instantanée, avec 0 frais, 1 centime. Et tu vois, juste voir ça, en fait, c'est plus que l'or. C'est se dire, OK, en fait, ça marche. Donc, pour moi, Lightning permet d'enseigner Bitcoin. Et c'est vraiment simple aujourd'hui. C'est plus simple que dire, bah, tiens, c'est quoi une adresse? C'est galère, là, c'est scanner un QR code. Une adresse Bitcoin, c'est compliqué. Donc je trouve que attendre 10 minutes, c'est compliqué. Envoyer en Lightning, c'est super simple. Pour répondre à la question d'avant. Voilà. Un monde où on doit gérer sa propre clé privée, est-ce qu'il arrivera et est-ce que tout le monde le fera? Pour moi, il y a 2 grosses questions. Il y a le est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est souhaitable? Et ensuite, quand? Le premier, c'est que je fais partie de ces gens qui sont convaincus que la décentralisation ne doit pas tuer toute la centralisation et vice-versa. Pour moi, ce qui était grave, c'est de ne pas avoir le choix. Non, on est une banque, tu n'as pas le choix, tu passes par nous, tu te tais. Ça, c'est grave. On est une banque. Une banque, c'est une relation centralisée de confiance. Ça m'arrive d'avoir confiance en des acteurs centralisés, des entreprises. J'ai une banque avec qui je m'entends très bien, je suis très content de travailler avec eux, mais je suis content de pouvoir détenir mes fonds et si jamais ça part en vrille, je suis content d'avoir ma liberté de pouvoir la saisir. Donc je pense que c'est très important d'avoir les deux. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, 2 principaux sponsors de l'événement sont 2 banques. Par définition, leur business, c'est être custodian. Et pourtant, ils y croient et ils sont là. Et depuis même très longtemps pour certains, et de plus en plus. Donc il y a une réalité, il y a une prise de conscience chez tout le monde, de mes grands-parents à mes parents, sur l'argent, le fonctionnement, comment ça tourne. Et c'est une réalité. Elle est là, elle est présente. Il y a une prise de conscience sur on doit avoir cette porte, ce plan B ouvert systématiquement. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Quand je vois justement comment mes grands-parents interagissent avec France Connect, je me dis on n'est pas encore prêt d'avoir papy qui vient en mode écoute, j'ai ma deuxième part de ma clé privée qui a été sécurisée, mais il ne faut pas que les deux soient en même temps, mais t'inquiète, j'ai les 12 mots de Macide, je les ai mis dans un endroit, personne ne sait où. On n'y est pas et on n'y sera pas. Et je vois la complexité, même pour moi, c'est mon métier, je fais que ça. Il y a des moments, c'est compliqué. Donc est-ce que c'est souhaitable pour tout le temps de détenir nos clés privées, Pas forcément. Être capable de le faire, oui, ça c'est important. L'avoir déjà fait, ne serait-ce que pour l'expérience, oui, c'est nécessaire. En attendant, tu peux avoir ton wallet, tu peux avoir ta clé privée sans avoir à expliquer que tu te dois de l'extraire de là. Tu peux aller dans cet univers-là sans avoir à aller tout au bout de la complexité custodiane, de la gestion, gouvernance. Non, tu peux l'utiliser sans avoir à aller trop loin non plus. C'est faux, il ne faut pas penser que c'est un parcours qui est forcément interminable. Mais d'un autre côté, je suis quand même convaincu qu'un jour, et même si on n'aura pas cette notion de clé privée, de site, de ci, de là, je suis convaincu qu'un jour, et je suis peut-être un peu fou en vous le disant, mais un jour on ira voter avec une preuve d'unicité numérique, que ce soit sur une clé, que ce soit un NFT, que ce soit... Je ne sais pas quel mot on va donner à ce moment-là, mais je pense même qu'on serait bête dans un monde où il y a de plus en plus de contenu numérique créé par des intelligences artificielles, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas, qui était derrière cette signature, est-ce que c'est un menteur, est-ce que c'est ou est-ce que c'est la personne que j'ai en face de moi qui me parle réellement? Ce jour-là, pour s'identifier, je pense que la blockchain sera la seule et unique solution qu'on a en tout cas aujourd'hui et qui nous permettra de dire sur Internet, c'est moi. Maintenant, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Comment je vais détenir ma clé privée, je ne sais pas non plus. Mais on aura besoin de la blockchain pour pouvoir dire c'est moi sur Internet. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, non, mais en gros, j'aimerais revenir un peu sur même la fameuse polémique de Ledger avec cette histoire de Recover qui évidemment a beaucoup fait parler. Et on en revient sur cette question de la détention des clés. Moi, personnellement, je pense que c'est important. C'était la vision de Satoshi. Et je pense que c'est important de garder cette souveraineté monétaire. Après, je comprends des acteurs et certains partenaires, et c'est le cas de mes 2 plus gros sponsors aujourd'hui, qui veulent pousser vers le côté custodian. Mais je pense que c'est important aussi, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer, de détenir ces clés, juste si pour une raison, c'est d'être sa propre banque et de pouvoir maîtriser à 100%. Et c'est le côté incensurable du Bitcoin qui, pour moi, est inestimable. Mais tu vois, c'est là que c'est dur, parce que je suis d'accord avec toi sur le fond, sur les valeurs, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être sa propre banque. Je vois les erreurs que tu peux encore faire alors que tu es initié, que tu prends du temps. Je sais très bien que si je dis à tous mes proches, devenez votre propre banque, il y en a quelques-uns qui vont m'appeler, qui font écoute mec, j'aurai l'argent sur une adresse, en fait, c'est pas la mienne, je fais comment ?
Bah, tu fais pas, mon pote. Et c'est ça en fait qui me fait peur. C'est pas une question de est-ce que ça devrait, c'est une question de est-ce que c'est réalisable. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus de récupérer toute cette responsabilité, ou alors c'est vraiment un chemin de croix, quoi. Oui, mais c'est un chemin de croix et pour moi, ça prendra du temps. Mais en tout cas, j'en suis convaincu. En tout cas, c'est le mal qu'on se donne chez Stack Insat et c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est la phrase de plus t'as de responsabilité, de plus t'as de liberté. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas autant de liberté, donc ils vont juste pas prendre leurs responsabilités. Là, je vais vous demander un pronostic un peu à tous les quatre sur l'ensemble de la communauté crypto. Le prix. Pas sur le prix. Pas sur le prix. 6 semaines. Non. Pour Surfing 2024. À quel pourcentage vous estimez le nombre de personnes aptes vraiment à faire de la self-custody dans la communauté? Crypto en général, pas Crypto. très large. Communauté ou détenteur de Bitcoin? On va dire détenteur. Il faut que tu précises l'échantillon. Ouais. non, détenteur. Donc très large. Combien de personnes peuvent en fait faire de la self-custody? Moi, je vais répondre avec mes chiffres de Stack Insat. Encore une fois, 90% de nos clients sont en self-custody. Voilà. Alors, encore une fois, Et parce que tu Très mauvais échantillon. très mauvais tu échantillon. proposais que ça pendant très longtemps. C'est aussi. Très mauvais échantillon, mais encore une fois, je pense que et Roxy justement nous a aidés au début, parce que en fait, évidemment, Roxy a un talent pour la pédagogie et l'explication, donc merci encore Roxy pour ça. Mais effectivement, l'éducation est fondamentale par rapport à ça, et pour moi, il faut rabâcher ces sujets-là pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ça. Après, pour répondre à ta question de quel est le chiffre, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je peux juste te dire, c'est effectivement les chiffres chez Stack Insat, mais effectivement, tu as un problème d'échantillon. Sans partir dans une réflexion sur un chiffre, et je trouve que Roxy, tu le disais très bien, tu as une notion de progression. Aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on veut aider ces personnes. Et il y a 5 milliards de personnes, ou plus même, qui ont accès à Internet. Il n'y en a que 200, 300 millions qui ont des actifs numériques, donc Bitcoin. La vraie question, elle est, est-ce que c'est... Où est-ce qu'on veut se concentrer? Et donc après, je n'ai pas tous les autres chiffres, mais où est-ce qu'on peut détailler jusqu'à ceux qui utilisent Lightning Network? Mais est-ce qu'on veut se concentrer dans la discussion sur onboarder plus de centaines de millions à détenir du Bitcoin, ou est-ce qu'après on veut les faire avancer? Et je pense qu'il faut en effet des services, une amélioration de l'UX, des vulgarisateurs sur chacune de ces étapes pour toujours continuer à avancer. Un petit peu d'ailleurs comme le sujet de compréhension d'Internet, des protocoles et même de la cybersécurité, qui est un autre sujet passionnant. Ah, tu veux des chiffres? Je dirais que 30%, ça me paraît réaliste. La réalité, c'est sûrement que 10%. C'est-à-dire que 30 pourraient, mais ils veulent vraiment pas faire l'effort. Mais s'ils pourraient, ce serait pas compliqué. Donc je pense que c'est 10% le chiffre si je devais faire un chapeau au pif. Et je pense que mon objectif, l'objectif de DB et de beaucoup de bitcoiners, c'est mon point de vue, il faut qu'on arrive à pousser vers un 20%. Et si on a 20% de personnes dans le monde, ou peut-être un peu moins, qui détiennent leurs fonds, on a une large minorité qui peut du coup avoir un vrai poids en lobby politique, en responsabilité individuelle, en anti-censure, en anti-fragilité du système, au cas où on se retrouve dans le scénario que j'aime pas et que vous connaissez peut-être que j'aime pas. Et ces 20 ou 30%, ils seront suffisants pour éduquer tous ceux autour d'eux qui le veulent. Et ça, c'est très important parce que ça fonctionne comme ça, la décentralisation, finalement. Je pense qu'ils sont réellement atteignables. 20 ou 30% des gens qui sont inclus financièrement, qui ont la capacité de récupérer. Après, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, sur un échantillon de, allez, on prend au hasard 100 000 personnes qui détiennent de la crypto, je pense qu'il y en a moins de 5% qui sont capables de le faire de façon sécurisée. Je vois, moi, le temps que j'ai pris, il a fallu que j'ai vraiment des problèmes pour commencer à me dire, va mettre ta multisig. Ça aussi, pareil, tu détiens ta crypto-monnaie. Après, tu dois la sécuriser, tu veux jouer à la banque, pas de souci. Mais fais comme une banque. S'ils arrivent à la maison, tu ne dois pas être capable de les payer. Et ça, c'est encore autre chose. Et même ceux qui savent le faire, tu dis, mais ça m'arrivera jamais. C'est toujours pareil, je pense, que c'est toujours une question de être capable de gérer ses fonds, être capable de sécuriser ses fonds, être capable de prendre une bonne décision et ça, c'est différents métiers qui ne conviennent pas à tout le monde. En attendant, est-ce que c'est faisable? Bien sûr. Pour le coup, il ne faut pas non plus être un génie pour comprendre. Il y a des bonnes sources d'informations. Sur Bitcoin, en français, il n'y en avait pas beaucoup, mais depuis que tu es arrivé, il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'inspirent de cette narrative aussi et qui créent ce genre de contenu, et c'est super important. Maintenant, j'ai une ultime question à vous poser qui fait que j'ai vécu pas mal de fois ces derniers mois. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans Bitcoin pour la première fois en 2020, pendant le Covid, parce qu'ils voyaient qu'il y avait ces injections de liquidités massives sur les marchés. Donc il fallait absolument aller dans Bitcoin parce que c'était un rempart face à l'inflation qui se préparait. Au final, l'inflation est là, Bitcoin a baissé. On sait que sur le long terme, Bitcoin est un rempart face à l'inflation.
ou en tout cas a toutes les qualités pour être un rempart face à l'inflation. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Parce qu'à leurs yeux, on a perdu en crédibilité. Comment on leur explique? Des zooms. Ouais, des zooms sur ta courbe. Tu vois, genre. Franchement, Bitcoin, c'est quand même une monnaie qui est très jeune, donc volatile. Évidemment qu'il faut dézoomer pour avoir une hauteur et comprendre que, évidemment, Bitcoin, compte tenu de ses propriétés intrinsèques, vis-à-vis du système fiduciaire, du système fiat, c'est évidemment assez logique que cette propriété de réserve de valeur, de lutte contre l'inflation, et c'est d'ailleurs unanimement reconnu par la communauté et même les industriels, en fait les corporates, lorsqu'ils se lancent dans Bitcoin, ils vont principalement dans Bitcoin pour cette raison-là. Après, effectivement, quand tu vois à très court terme, il y a un pic d'inflation, mais je ne comprends pas, Bitcoin n'a pas monté. Bon, là, il faut prendre un peu de hauteur quand même. C'est une cicatrice, c'est bien. Ils ont une cicatrice, ils vont apprendre, et peut-être que la prochaine fois, ils vont pas FOMO autant, ou ils vont se poser des questions plus fondamentales, et être plus sereins pour la prochaine fois. Et donc, le cycle suivant, ils vont pas paniquer, et puis ils pourront répondre à leur père. Et peut-être qu'ils ont simplement compris qu'ils n'avaient pas leur place dans ces 30%. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était passionnant encore une fois. On va prendre quelques questions peut-être dans le public. Par ici, juste devant. Merci. Bonjour. Ma question va revenir aux fondamentaux du thème. C'est est-ce que pour bien enseigner le Bitcoin, il ne faut pas d'abord enseigner la finance aux gens? Et par extension, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire avec l'éducation nationale pour justement ramener cette éducation sur la finance? En France, il y a un manque, mais tellement profond d'éducation financière, moi, ça me choque. Et c'est vrai que beaucoup, on revient sur les points aussi juste avant, ne découvrent les fondamentaux de la finance, quand on investit dans quelque chose dont le capital n'est pas garanti, évidemment que ça peut perdre, et autres. Enfin, il y a une découverte des sujets financiers avec les actifs numériques, avec Bitcoin. Et c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans notre culture. Et donc, en effet, je pense que on a une culture où on investit dans des livrets fiscaux sans vraiment comprendre quel est le sous-jacent. Le sujet argent est tabou. Donc oui, c'est le rôle. Je pense que c'est le rôle certes des pouvoirs publics, mais c'est aussi le rôle des médias, c'est aussi le rôle des entrepreneurs, c'est aussi le rôle des développeurs. Donc je vais faire le toxique Maxi. Il y a peut-être une raison pourquoi on n'apprend pas ça à l'école. Il y a peut-être une raison pourquoi ils ont retiré le seul chapitre sur l'économie autrichienne pour la première et la terminale. Il y a peut-être une raison pourquoi c'est mieux de dire aux banquiers utilise mon argent comme tu veux, on pose pas de questions. La contrepartie, moi, au Salvador, là, j'accompagne le gouvernement. Il nous donne la porte des 6000 écoles du pays, d'un point de vue lycée-collège. Ma mission là-bas, c'est de démocratiser Bitcoin, mais Bitcoin, c'est l'outil pour démocratiser la finance et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que notre mission officielle, c'est d'expliquer à toutes les écoles du pays et donner la graine de l'entrepreneuriat et de la finance à toute une prochaine génération qui vient d'être libérée, on va dire, des gangs. Et donc pour faire ça, on installe des nœuds Lightning pour qu'ils puissent s'amuser, manager les fonds. On installe des ATM Lightning pour que les étudiants puissent changer leurs pièces en monnaie, en Lightning, et les dépenser pour qu'ils créent des économies circulaires. On responsabilise en créant des groupes d'étudiants qui sont en charge de ces machines, des actifs, des projets, des cash flows, qui a un secrétaire, qui a une structure pour qu'ils puissent comprendre, entreprendre et aimer la finance. Ça, c'est une volonté du gouvernement de pousser. En France, je ne vois pas ça. Et surtout, avant, c'était juste, y a les crypto-monnaies, ceux qui rentrent dedans prennent des risques, s'ils se cassent la gueule, on vous l'avait bien dit. S'ils gagnent de l'argent, vous avez eu de la chance. Ça, c'était plutôt avant. Maintenant, il y a une réalité. Si c'est pas Bitcoin qui te force à avoir ces leçons, maintenant, avec eToro, tu peux acheter des actions Tesla quand tu es aux toilettes. Le monde change aussi, tu vois. Maintenant, on te dit, oui, mais de toute façon, la finance, c'est facile. Soit ça monte, soit ça descend. Deux options. Donc, on est aussi dans ce monde-là où, ça y est, la finance, c'est démocratisé, non pas par l'éducation, mais c'est démocratisé par... Avant, je voulais que tu achètes ce que je te vends, que ce soit des chaises ou un ordinateur. Puis après, je vais te vendre des logiciels, tu peux en acheter beaucoup plus, je peux les vendre à la planète entière. Maintenant, on n'en est même plus là.
Apple Pay, Samsung Pay, t'achètes une voiture, on veut te faire un crédit. Maintenant, c'est qui est-ce qui te prête ton argent? Où est-ce que tu la mets? Où est-ce qu'elle dort? C'est la nouvelle économie, enfin, c'est le segment business qu'on voit là. Les transactions sont le plus grand segment, le plus gros business au monde. Les géants qui se mettent sur les cryptos, c'est aussi du Visa, du Mastercard. Maintenant, on est arrivé dans ce segment où, si c'est pas à travers Bitcoin que tu vas prendre ces risques-là pour découvrir la crypto-monnaie et la volatilité, il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre dans ta poche et qui va le mettre dans ton compte courant, le risque. Donc autant que tu le comprennes et que tu prennes toi le taureau par les cornes, plutôt que tu l'apprennes et que tu aies cette première cicatrice, non pas parce que tu as été te la faire toi, en essayant de débroussailler un sujet compliqué, mais parce que quelqu'un est venu et te l'a fait. Stat qui peut intéresser par contre, énorme augmentation dans la part des jeunes 18-23 qui achètent des actions. On a fait plus 7%, on est quasiment à 18% de cette tranche d'âge qui achète. Bon, alors ça reste du trading et c'est sûrement les applications que tu dis qui ont démocratisé, mais il y a une vraie recherche et je pense que plus l'inflation va augmenter, plus les gens vont se poser des questions. Donc c'est juste un cycle tout bête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question du coup. Ouais. Bonjour à tous, merci pour les échanges. Moi, j'aimerais savoir si vous pouviez recommander un livre à offrir pour enseigner Bitcoin. Il y en a beaucoup. Franchement, je ne saurais même pas lequel. Déjà, celui qu'il y a dans les tote bags, 21 Lessons, qui est, je pense, un des bouquins les plus accessibles pour le grand public. Voilà, mais après, je laisse les autres prendre la parole sur ce point. Je serais même pas un bon élève sur Bitcoin parce que j'enverrais quelqu'un sur un livre beaucoup plus soft au début, découvrir les crypto-monnaies, la blockchain, une vraie base. J'ai Bitcoin, la monnaie acéphale, qui me revient toujours parce qu'on a le tempo un peu Favier derrière qui et ses recommandations. Mais je serais pas le plus pertinent pour répondre à cette question. Ça dépend un peu du profil de la personne. Est-ce que c'est un informaticien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par les libertés individuelles? Est-ce que personnellement, le livre chez moi qui a vraiment résonné, qui a fait que je suis passé de détenteur, investisseur à je veux en faire mon temps plein, mon métier, je veux entreprendre dans ce secteur, ça a été Bitcoin, Totem et Tabou. Alors, c'est pas un livre, il est en format PDF. Donc, ouais, félicitations. Je l'ai vu passer tout à l'heure à Yorick et Gonzague Grandval qui ont contribué à ce que je me dise qu'est-ce que je peux apporter et même comment contribuer à cette adoption. Et plus récemment, il y a eu le livre de Claire Balva et Alex Stachenko qui est très bien aussi, très bien vulgarisé. Donc voilà, je pense que là, il y a un bon panorama de ce qu'on peut lire sur le sujet. Ouais. Je t'en donnerai deux autres. Moi, je conseille surtout les livres d'Andreas, parce que c'est très simple à lire pour des parents, pour les gens qui ont vraiment 30 minutes. Quoi. Enfin, au moins, ils ont l'essentiel de l'info. Après, ils peuvent aller plus loin. Et pour aller plus loin, je mettrai le Bitcoin standard. Si vraiment, ils sont en mode « explique-moi », mais t'as pas envie, tu dis ce livre, au moins, il a à peu près tout. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Je crois qu'on va faire une petite pause maintenant.